Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Fayet, donc la présidente du Secours catholique Caritas France depuis juin 2014. Donc, j'ai entamé mon deuxième mandat en juin dernier. Voilà, donc j'ai l'honneur de présider cette grande maison et je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans notre maison. Et voilà, vous tous qui êtes des amis donc, et des soutiens fidèles du Secours catholique, donc vous êtes précieux, chers à notre cœur. Et on aime bien passer des petits moments avec vous et vous faire profiter aussi des cadeaux, puisqu'Alexis Génie nous a fait un cadeau. Donc on va partager ce cadeau magnifique avec vous. Voilà, alors je suis très contente de revoir Alexis, parce qu'on avait dîné ensemble il y a quelques temps, puis ça a été l'origine de cette histoire. Et puis on ne s'était pas revu, je lui ai juste mis un petit mot pour le remercier. Voilà, parce que Alexis Génie nous a fait un magnifique cadeau avec ce petit livre, Le pain partagé. Donc, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'Alexis a eu le prix Goncourt en 2011. Donc, c'est un auteur célèbre. Voilà. Et en même temps, d'une très grande modestie, d'une très grande sensibilité. Et donc, il a accepté de se plonger dans un accueil de jour parisien. Alors, je ne sais jamais dans quel arrondissement, parce que je ne suis pas parisienne. 18e, voilà. Où j'avais été, d'ailleurs, il y a quelques temps. Et de se plonger pour, comme ça, écrire ses impressions. Je ne sais pas s'il y avait une feuille de route très, très précise au départ. Alors, j'ai bien aimé le début. Il dit que la première fois, il sort lessivé de cette première rencontre. Et donc, il faut aller au bistrot pour se remettre et revenir dans le monde normal. Et puis après, il y a un apprivoisement. Et ce qui m'a touché aussi, c'est qu'Alexis dit que bon, il pensait qu'une ou deux rencontres ou trois rencontres, ça irait bien. Et puis finalement, il y a un attachement qui s'est créé avec toutes les personnes qu'il a rencontrées là-bas. Et un besoin d'aller plus loin, un besoin de briser la glace, parce que Alexis a découvert qu'il y en a qui ne parlent pas comme ça, ou ça c'est très amusant aussi, c'est décrit avec beaucoup de finesse. Il y en a qui répondent par oui ou par non. Donc la conversation est assez difficile à mener. Oui, non, oui. Voilà, donc il faut beaucoup de douceur, beaucoup de tact pour apprivoiser les gens. Et puis, ils n'ont de toute façon pas forcément envie de raconter leur vie qui est quand même suffisamment cabossée. Et que, voilà, que peut-être qu'ils estiment que ça ne regarde personne. Mais bon, avec beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, Alexis a apprivoisé certains d'entre eux et livré juste ses impressions. Donc c'est un très joli livre, très joliment illustré aussi. Et je l'offre beaucoup. Alors je viens de l'offrir à l'instant à nos amis du comité de la Charte. Vous savez, le comité de la Charte, c'est quand même des gens extrêmement sérieux qui accordent le label du don en confiance, justement pour que nos donateurs soient rassurés sur la qualité de nos comptes, de nos procédures, etc. Donc on avait parlé de choses extrêmement austères et je leur ai fait cadeau en partant de ce petit livret. Voilà, donc merci vraiment beaucoup de ce beau cadeau qui a été fait, qu'on donne beaucoup. Enfin, moi, je l'offre beaucoup, ce petit livre, parce que c'est une façon de faire connaître... je dirais pas que c'est une action phare du Secours catholique, mais notre façon d'accueillir. C'est notre façon d'être avec les gens, notre façon de les accompagner, notre façon de partager des moments d'amitié, des moments de fraternité avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. On parle d'Andrea dans le livre, avec un très beau portrait d'Andrea, qui est une femme que tout le monde connaît ici depuis des années, qui fait partie de la vie du Secours catholique et bien d'autres encore. Voilà. Puis j'ai eu un petit clin d'œil pour Noël, puisque ma fille m'a offert Femme d'ici et cuisine d'ailleurs, écrit aussi par Alexis, mais avec des femmes de Lyon, dans l'association VRAC, c'est ça? Et donc ma fille me dit, mais je suis sûre que tu connais pas, parce qu'elle a ouvert une association VRAC à Bordeaux. Je suis sûre que tu connais pas. Et voilà, et je dis, ah bah si, je connais. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touché, ce petit clin d'œil aussi, d'avoir ce beau livre aussi, donc des femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, donc écrit avec des femmes de Lyon. Voilà, donc merci de cette bonne soirée. Je vais partager ce temps avec vous. Je vous quitterai peut-être vers 20h, parce que je rentre à Bordeaux, parce que j'habite toujours Bordeaux. Donc quand je peux, j'essaye de rentrer le jeudi soir à Bordeaux. Voilà, merci en tout cas d'être là. Merci Véronique. Alors on va commencer cette conférence. Donc Véronique a très bien introduit nos deux intervenants, donc Alexis Génie et Jean-François. Donc Jean-François Sautin, qui est bénévole au Pain Partagé. Donc voilà, depuis combien d'années, Jean-François? Donc moi je suis au Pain Partagé.
Je suis au pain partagé depuis 2014, donc 3 ans. Je suis dans ma 3e année là-bas. J'ai rejoint ce pain partagé à un moment où je suis à la retraite depuis 2011, donc j'avais 3 ou 4 années de retraite dans les bretelles, et j'avais envie d'aller au contact, d'aller sur le terrain. J'ai rencontré une responsable du Secours catholique dans une journée des associations qui avait lieu dans le 10e arrondissement, juste au pied de mon immeuble. Et elle m'a parlé du pain partagé, mais allez voir, vous verrez, c'est sympathique. Et en fait, j'ai été assez accroché par le pain partagé à ce moment-là. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus un peu sur le pain partagé? Qu'est-ce que c'est que ce lieu d'accueil? Et en quoi consiste votre mission au pain partagé? D'accord. Alors, le pain partagé, c'est ce que le Secours catholique appelle un accueil de jour. Un accueil de jour, c'est quelque chose qui va se passer dans une salle paroissiale. Dans le cadre du pain partagé, c'est Notre-Dame de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. C'est une salle qui est assez grande, qui permet de recevoir confortablement une centaine de personnes. Et dans notre cas, ce que nous faisons, c'est que nous proposons, c'est un accueil sans condition, donc à ceux qui se présentent, un moment de détente, suivi d'un repas. C'est-à-dire qu'on ouvre à 9h le matin, on prépare un café, à 10h, 10h15, on sert un café avec une brioche à ceux qui sont là. On prépare des tables, ce sont des tables de 8 personnes. Donc on prépare 10 ou 11 tables de 8 personnes selon la présence des gens ou pas. Et à midi pile, on sert un repas qui est un vrai repas, un repas entrée, plat, dessert. Et c'est donc, on n'est pas du tout dans le distributif, ça c'est important de le dire, on est dans le pain partagé. C'est-à-dire que tout le concept de cette matinée, c'est de partager, d'avoir un moment social, à la fois pour les gens qui viennent, qui sont les accueillis de la rue, mais aussi en partageant avec les bénévoles qui viennent. Donc on a une vingtaine de bénévoles, 25 bénévoles, qui se répartissent entre le mardi et le vendredi, parce qu'on fait ça 2 fois par semaine. C'est un moment de lien social et de partage. Alors, ce que l'on ne fait pas au pain partagé, c'est l'accompagnement individuel. On ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche de préparer un moment de convivialité autour d'un bon repas. Et on est là pour aider les gens éventuellement à aller vers des associations, soit du Secours catholique, soit d'autres, pour trouver l'aide dont ils ont besoin sur les papiers, le logement, les migrants, voilà. Donc, alors, on n'est pas dans l'accompagnement individuel, simplement quand on va régulièrement au pain partagé, au bout d'un moment, et ça Alexis en a fait l'expérience dans la période où il était là, on commence à connaître les gens commencent à être en confiance avec vous, donc on va bien entendu avoir des liens de connaissances, etc. Et on va pouvoir travailler avec certaines de ces personnes sur leurs problématiques, essayer vraiment de les aider à trouver le bon renfort. L'idée du Secours catholique, qui moi, m'a beaucoup plu quand je suis arrivé là-dedans, c'est d'aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes. On n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les aider à trouver la bonne façon de gérer les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Très bien. Et quelle est la place à peu près de ce lieu justement dans le 18e arrondissement, puisque là on est sur un accueil qui est au cœur de la ville, qui est avec des personnalités assez justement. On est sur tout un type de personnage, tout un type d'itinéraire, de parcours. Quel lieu, quelle place a-t-il en fait dans le décor? Alors, on est effectivement dans une zone qui, surtout en ce moment, est de plus en plus confrontée à beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés. Vous avez tous entendu parler de la porte de Clignancourt. Enfin bref, on est très entouré de gens. Alors, ce qui est intéressant au pain partagé, c'est qu'on a grosso modo une population d'environ 200 à 250 personnes qui viennent régulièrement au pain partagé. On accueille pour une matinée au maximum 75 à 80 personnes. Et en fait, ces personnes viennent, cessent de venir, reviennent, évoluent. Il y en a qui partent, il y en a... Donc c'est toujours un peu en roulement. Mais on se différencie, si vous voulez, des autres associations. On peut penser au Restos du Cœur, on peut penser à plein d'autres associations. La différence,
c'est qu'on n'est pas dans le distributif. On offre véritablement une matinée, un moment de resocialisation, de reprise en charge de soi-même dans un contexte social de fraternité, de chaleur humaine en fait. D'accord. Donc un lieu assez atypique justement dans ce quartier qui a été mis en mots par Alexis et qui justement a une très belle reconnaissance de ce lieu. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de pouvoir lire ce récit puisqu'on va vous l'offrir à la fin de cette conférence. Moi j'aurais une petite question par rapport à ça justement. Comment est-ce que vous avez pris part à cette initiative de rentrer, d'aller en immersion dans un accueil dans ce lieu du pain partagé et finalement, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire sur ces personnes, sur ce que vous appelez les ultra-pauvres ? En fait, c'est une suite on va dire presque de hasard. Mais bon, voilà, ou alors une suite d'occasions. C'est vrai que tout au départ, j'ai été invité par Véronique Fayet à un dîner comme ça. Alors, je ne sais pas trop d'où venait cette invitation. Je me disais, mais pourquoi moi ? Et on s'est retrouvés à, je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes. Alors j'ai compris que c'était une sorte de dîner, brainstorming, rencontre, enfin bon voilà, avec des gens qui venaient un peu de partout, mais surtout des milieux associatifs. Il y avait même un député qui était intarissable. Mais bon, on sentait le pro. Et il y avait moi, et et à ce moment-là, il y avait une sorte de tour de table où on parlait justement de la pauvreté. Alors moi, j'y connais rien. Non seulement j'y connais rien, mais en plus, comme la plupart des gens, je pense, j'ai bien pris soin dans ma vie de maintenir la grande pauvreté à l'écart. Parce que c'est terrifiant, tout simplement. Donc, spontanément, on essaye de ne pas s'en approcher. Et donc vient mon tour autour de table. Et comme je suis écrivain, et je me suis dit, bon voilà, on m'a invité comme écrivain, donc je ne vais pas faire semblant de m'y connaître en pauvreté, mais tout ce que je peux dire, c'est, je connais un peu la littérature, et que dans la littérature française contemporaine, la pauvreté, la grande pauvreté est assez absente. Dans le cinéma aussi, c'est-à-dire dans les récits, dans les façons de raconter, dans les façons de regarder, ça n'existe pas. Alors, en sortant, je me suis rappelé de Dardenne et de Ken Loach, mais bon, ils ne sont pas français. Donc, mais autrement, voilà. Et d'ailleurs, c'est une étrangeté à croire que dans la société française, il n'y en a pas des pauvres. Bon. Et voilà, donc je sors cette idée-là, et puis le dîner se termine, et puis quelques jours après, c'est Sandrine Verdaillan qui me rappelle en me disant, ok, on a bien entendu, ça vous dirait de faire quelque chose ? Ah. Oui, alors faire quelque chose, mais quoi ? Un roman, c'est long et compliqué, surtout que je fais des gros romans épais. Et au moment de cette demande, j'étais en train de faire ceci, que je l'ai amené, ce livre magnifiquement jaune. C'est donc un livre fait avec une association à Lyon qui vend du bio dans les cités de la banlieue de Lyon. C'est un lien producteur-consommateur direct, et ils arrivent à faire des produits bio locaux moins chers qu'à Carrefour. C'est tout un système complexe d'économie sociale et solidaire, etc. Et c'est un ami à moi qui est directeur de ça, qui faisait des concours de cuisine dans les cités de Lyon, et il dit on va faire un livre. Et donc, il recrute une équipe. Il y a un écrivain. Alors, comme il dit tout le temps, le seul écrivain que je connais, c'est toi, donc je t'ai demandé à toi. Un dessinateur, donc Emmanuel Prost, un cuisinier, un graphiste, voilà. Et on a fait ce travail un petit peu de rencontre, enquête, etc. Et donc, j'envoie un ou deux textes à Sandrine, j'envoie quelques dessins d'Emmanuel. Je dis, écoutez, voilà, moi, nous savons faire ça. Parce que c'était vraiment quelque chose de collectif. Ah, elle trouve ça très bien. Et donc là, elle nous dit, voilà, ça serait peut-être bien qu'avec votre copain le dessinateur, vous alliez dans un lieu, vous alliez en immersion. Elle a employé ce mot-là, donc moi j'étais un peu inquiet. Je me dis, mais attends, immersion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais rester plusieurs mois sans respirer. Non, en fait, immersion, ça voulait juste dire y aller. Bon, donc là, c'est très bien. Et c'est elle qui décide finalement de nous faire visiter ce pain partagé, parce que c'est quelque chose d'un peu atypique, puis c'est un beau lieu. Et donc, je décide d'y aller, parce que je n'y connais rien,
parce que ça me fait peur, parce que je sens en moi des réticences spontanées à m'approcher de ça, donc j'y vais. Parce que je me dis finalement, tous les bouquins que j'ai faits dans ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que je connaissais pas, alors je vais faire un livre, comme ça après je connais un peu mieux. Donc on a été accueillis aussi par l'antenne donc de ce coin de Paris, qui est voilà, donc c'était Valérie, voilà, qui nous emmène. Donc on peut partager avec le dessinateur. Et puis là, on est présenté aux bénévoles. Et puis voilà. Et on revient semaine après semaine. Et notre technique est extrêmement simple. Emmanuel a un énorme cahier de dessin et un petit pot en verre, des pinceaux, des aquarelles. Il s'assoit sur un tabouret, il met son cahier de dessin sur ses genoux et il dessine. Il dessine ce qu'il voit. Et moi, j'ai un petit carnet, un stylo, et puis je vais de ci, de là, je regarde, je bavarde, et puis je prends des notes. Tout ce qui éveille mon attention, je le prends en note, totalement en vrac. Et puis justement, voilà. Comment a été prise cette initiative au Pain Partagé d'annoncer un écrivain et un dessinateur vont venir vous croquer justement pour voir comment ça se passe jour après jour. Comment ont-ils réagi ? Oui, alors Valérie Metté nous a indiqué que on allait avoir la visite d'Alexis Génie, d'Emmanuel Pro et d'une petite équipe. Le Pain Partagé est ouvert, je veux dire, c'est un accueil ouvert à tous, donc on reçoit relativement régulièrement des visiteurs, on a soit d'autres associations, on reçoit des étudiants, par exemple, d'écoles qui viennent passer un repas avec nous en apportant un dessert ou des choses comme ça. Donc on n'est pas du tout replié sur nous-mêmes au niveau du Pain Partagé. Lorsque Alexis est arrivé avec Emmanuel et l'équipe, ça s'est très bien passé. Moi, ce que j'ai observé, c'est que nos accueillis, cette population, au fond, s'est sentie valorisée très vite parce qu'Alexis a une écoute intéressante, intelligente, qui est très respectueuse des autres. Donc, ils ne se sont pas du tout sentis menacés ou interloqués par ce qui se passait. Ils ont été bluffés par le talent de dessinateur d'Emmanuel, et ça il y en a, ils étaient contents de poser, très nettement. Andrea était ravi, Gabriel était ravi de poser, et quand on voit les dessins qui en sortent, vous lirez ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment... donc il y a eu ce côté, et l'équipe d'Alexis s'est bien intégrée dans ce que l'on essaye de faire au Pain Partagé, c'est-à-dire un moment... Donc, je dis de détente, de socialisation, de bonne humeur, etc. Et ça s'est bien passé, même s'il y a eu éventuellement un ou deux incidents que tu as pu observer. Oui. Alors, parfois, c'est pas toujours facile de rentrer en contact parce que les codes sociaux habituels de nous autres classe moyenne diplômés très civils et urbains, des fois ça tombe à plat complètement face à un public extrêmement divers avec des gens qui vont de gens qui ont l'air tout à fait normaux, mais où il y a une petite faille infime, mais qui finit par jouer. Et puis des gens qui sont carrément des cas psychiatriques à l'autre extrémité. Il y a de tout. Il y a une diversité extraordinaire de gens. Les pauvres, finalement, la catégorie se dissout d'elle-même. C'est des gens qui ont des parcours très divers et qui sont avec des personnalités très diverses et avec des façons de rentrer en contact très diverses. Et il a fallu apprendre ça. Il y a eu quelques... j'ai pris quelques plats. Mais on y est arrivé. C'est vrai que le dessin, c'était une belle chose parce que le dessin, ça crée vraiment du contact. Et puis Emmanuel, il est très fort pour ça, pour dessiner devant les gens très tranquillement. Et puis c'est beaucoup moins intrusif que la photo. Même s'il y a eu la photographe du Secours catholique qui est venue faire des photos. Mais elle a à la fois le talent photographique et le talent relationnel pour faire ça très très bien. Pour être en confiance avec Alors, juste un petit détail aussi à propos de comment on a fait. Alors, on a
c'était pas la technique interview. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas collé devant les gens en leur demandant des choses. Franchement, c'était de l'ordre de la conversation, mais comme la conversation se fait, parce qu'on peut partager, l'idée c'est que les bénévoles sont là, c'est ouvert de 9h à 14h, le repas est à midi pétante, mais de 9h à 12h, eh ben, il y a un espace un petit peu informel, et l'idée c'est que les bénévoles sont là, sont ouverts, sont disponibles, viennent bavarder avec les gens. Et à table, il y a des tables de 8, donc à peu près 10 tables de 8, et dans les 8, il y a un bénévole. Et qui est là, comme les autres, et qui échange avec les autres, qui bavarde, etc. Et il y a quelque chose qui est très très fort dans cette espèce de conversation libre dans ce lieu. Et aussi, ce qu'on voulait faire, enfin, ce qu'on ne voulait pas faire, c'était des histoires de vie. On voulait faire l'histoire d'un lieu. Parce que les histoires de vie, ça aurait été possible. On aurait pu prendre quelqu'un puis lui demander de raconter sa vie, mais après, des gens qui ont des vies un peu cabossées, c'est assez intrusif. Ou alors, ça aurait été un autre projet. Il aurait fallu rester plus longtemps, suivre des gens pendant des mois. Enfin, c'est un projet possible, mais pas comme ça, pas vite fait. Et on voulait vraiment faire le portrait d'un lieu, ce qui se passait dans ce lieu, parce qu'il nous a semblé, à tous ceux qui ont généré ce projet, qu'il se passait quelque chose de très particulier dans ce lieu, qui est un petit peu impalpable. Comme disait Jean-François, c'est pas du distributif, c'est c'est un lieu d'humanité ouvert deux matinées par semaine, de fraternité aussi, par semaine. Voilà, c'est-à-dire que pour les gens qui sont qui en dehors du pain partagé ont des vies parfois compliquées, qui peuvent être SDF, qui sont très seuls, qui venir ici, il y en a qui viennent à 9h parce que c'est un lieu où il y a des gens, où il y a des gens qui connaissent, et c'est comme s'ils venaient se regonfler un petit peu d'humanité normale. Et le service à table, par table de 8, avec entrée, plat, dessert, c'est une grande banalité, mais pour des gens qui ont des vies aussi cabossées, cette banalité, elle est quasiment thérapeutique. Enfin, c'est ce qui m'a semblé. Oui, c'est finalement de redonner de l'humanité à des personnes qui en sont complètement privées, et ce genre de lieux, et justement, sont des îlots en pleine ville d'humanité. Et justement, vous parliez de ces personnes un peu cabossées par la vie, et Jean-François, vous qui êtes au quotidien depuis 3 ans avec ces personnes, quel type de personnes, de trajectoire vous avez? Parce que souvent, comme vous parliez de la pauvreté, on a une image qui est très, très globale, où on dit le pauvre avec un P majuscule, mais finalement, ce sont des personnes derrière avec des trajectoires multiples. Donc, qu'est-ce que vous avez pu apercevoir? Alors, c'est vraiment une très bonne question, et Alexis a donné déjà un très bon point de repère, c'est que on ne va pas faire de la sociologie, il y a des individus, tous très différents, et comme dans la société, comme notre société élargie, il y a beaucoup de différences. Si j'essaye un tout petit peu de classer un petit peu les choses, je veux dire, on a à peu près 80 personnes qui se présentent, 80 personnes qu'on accueille, donc ça fait, avec les bénévoles, on arrive à 90-95 repas par session. Je veux dire, pour être très vague, il y a une poignée de gens en très grande détresse. Ce que tu as décrit, dans ton livre, tu parles d'une dénommée Anna qui est complètement désocialisée. On a du mal à entrer en contact avec elle. Elle reste assise sur sa chaise, elle griffonne des petits trucs, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et aucun de nous n'a trouvé les leviers pour entrer en contact et tout. Ça représente une petite poignée, donc on va dire entre 5 et 10 individus. Il y a à l'autre extrême, il y a une autre poignée. Celle-là, elle n'est pas très sympathique, elle est un peu plus difficile à gérer. C'est ceux qui viennent juste parce que c'est un bon repas qui coûte pas cher et qui n'ont strictement rien à cirer de l'état d'esprit qu'on essaye de donner, de partage, de coopération, etc. Alors ceux-là, on les connaît. On est un accueil ouvert sans condition, donc on ne va pas cataloguer, donner des badges, vous venez pas. En fait, cela se décourage presque naturellement parce que, c'est quand même pas... ils voient bien que c'est un environnement qui n'est pas si intéressant pour eux. Donc, la grande majorité, ce sont des gens, comme le disait Alexis, qui souvent sont en manque de lien social. Il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes de gens qui sont dans des petits appartements, tout petits appartements,
On est à Paris, ils ont le RSA, ils ont payé le loyer, il leur reste très peu d'argent finalement pour faire autre chose que de payer leur loyer. Donc ils sont contents d'avoir un lieu d'abord où on mange bien pour pas trop cher, mais surtout, ils ont très peu de vie sociale. Ils ont très peu de vie sociale là où ils sont, et je pense que le pain partagé est un endroit où ils retrouvent une communauté. Donc ils ont un sentiment de communauté, et c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent effectivement à 9h le matin. Le schéma de fonctionnement, c'est qu'on encourage tout le monde. C'est partager, c'est pas que le pain qu'on partage. On partage la mise en place de la salle, on partage, ils mettent les tables en place, ils mettent le couvert, ils nous aident à aller faire des courses, ils font tout le monde se retrousse les manches pour que ça se passe de façon bonne et en commun. Et ça marche. Et il y en a beaucoup qui adhèrent à ce projet de communauté. Alors, ils viennent, quelquefois, ils vont venir 3-4 fois de suite, puis on ne les voit pas les voir pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, c'est comme ça. Chacun a son rythme après de vie. Mais je crois qu'effectivement, en tout cas, moi, ce qui m'a accroché le plus au pain partagé, c'est ce sentiment de créer quand même un espace de communauté entre des gens qui autrement ont perdu leur repère sur la vie sociale. Oui, donc il y a un vrai sentiment d'appartenance dans ce lieu, au-delà du côté repas. C'est vraiment le fait d'échanger avec les personnes. Et là, je prends un petit peu de temps, mais c'est important de le dire. C'est grâce aussi au travail que fait Jean-François, mais aussi à tous nos bénévoles, aux 67 000 bénévoles qui sont sur les différents lieux d'accueil du Secours catholique et qui, justement, sont là pour être au contact des personnes, pas forcément pour faire un accompagnement de longue durée, comme ce qui peut être le cas, comme ce que dit Jean-François, mais qui sont là pour être au contact des personnes, pour en permanence recréer ce lien, puisque avant tout, la pauvreté est aussi sociale et humaine, et c'est important de le rappeler, puisque ces lieux-là sont là pour faire revivre justement cette part d'humanité, et je pense que c'est ce qui émane le plus dans le livre en fait que vous avez, du récit que vous avez donné, c'est ce côté de plongeon dans quelque chose que je ne voulais pas voir, qu'on a beaucoup de mal à voir, et quand vous parlez d'immersion, le terme est très interne au Secours catholique, on l'utilise beaucoup, parce que justement il y a ce côté de se découvrir en pleine figure ce que c'est que finalement les pauvretés et non pas la pauvreté. Et par rapport à ça, je voulais voir avec vous, Alexis, par rapport à cette approche, comment est-ce qu'on peut écrire justement, comment est-ce qu'on peut décrire cette pauvreté quand justement on ne la connaît pas? Du coup, c'est un bon point de départ, parce qu'il y a quelque chose d'une découverte, d'une nouveauté. Puis quand on est en contact avec quelque chose de neuf, c'est le principe de l'ethnologie ou de l'ethnographie, quand on est en contact avec quelque chose qu'on ne connaît pas, on est très sensible à plein de petits détails qui sont inhabituels, donc ils apparaissent très très forts. Et donc c'est à partir de ça que j'ai pu raconter, finalement, en me servant de moi-même comme sismographe. C'est-à-dire ce qui me touche et ce qui m'étonne, voilà, je vais le décrire et l'écrire. Et c'est vrai que ça, c'était un mode d'écriture que... Voilà, c'est pour ça que j'ai amené ce bouquin, c'est pour parce que le point de départ de ce mode d'écriture, il est là. C'est-à-dire que essayer de faire une écriture qui soit plus simple peut-être que ce que je fais dans des romans, qui soit une sorte de journalisme humain, c'est-à-dire essayer de faire un reportage où je suis l'enregistreur, où finalement j'essaie de tâtonner et de sentir les choses qui me touchent et qui m'étonnent. Voilà. Et c'est vrai que là, j'ai été servi, parce que c'était vraiment, du point de vue justement des relations humaines, j'ai découvert des tas de choses assez étonnantes, c'est-à-dire ces gens qui sont tous un peu cabossés et qui finalement, avec qui il est tout à fait possible d'établir un lien, mais après quelques précautions, quelques manœuvres d'approche, et après qu'ils aient confiance dans le regard de celui qui vient voir. Parce qu'au début,
bon, il laisse venir. Ce qui est logique, c'est normal, parce que ils ont l'impression, ça, on nous l'a dit plusieurs fois, ils ont l'impression d'être regardés un peu de haut, d'être un peu des rebuts de société, qu'on les considère pas comme comme des gens tout à fait acceptables. Donc ils se méfient un petit peu des regards. Et il faut arriver avec une sorte de regard, finalement, même bienveillant, ça serait presque, c'est trop de dire ça, c'est simplement un regard un peu neutre, un peu à l'écoute, et puis pour essayer de voir la personne telle qu'elle est, elle. Et comme ils sont tous très très différents, il faut apprendre à chaque fois. C'est pour ça qu'au départ j'étais un peu lessivé, parce qu'il faut être attentif. C'est-à-dire que quand on est dans son milieu, on rassemble 10, 20, 30 personnes du même milieu. Et c'est bon, on a tous les mêmes codes. On se cause, ci ou ça, tasse. Et on peut même causer toute la soirée sans se fatiguer, parce qu'on tourne en boucle les mêmes codes. Tandis que là, c'est à inventer. Finalement, le dialogue est à inventer à chaque fois. Et jusqu'à trouver quelque chose qui est de l'ordre du contact et de la confiance. Et alors j'ai eu presque une sorte de révélation théologique. N'ayons pas peur du mot. Vous savez, cette idée que en chaque homme il y a une part de divinité, une part de Christ qui nous relie tous. C'était quelque chose que je connaissais par le biais, en effet, chrétien, théologique, etc. Mais c'est une idée vague. Jusque-là, dans cette rencontre-là, on se rend compte que, oui, en effet, c'est vrai, c'est évident, c'est là. Toute personne, même la plus différente, même la plus cabossée, il y a un endroit où on est pareil, où on peut être en contact. Alors, sauf peut-être des gens qui sont dans des états un peu psychiatriques, mais c'est vrai que c'est des gens, hélas, qui peut-être ne devraient pas être laissés comme ça. Oui, voilà, c'est aussi le reflet de quelque chose qui ne devrait pas être ici, et des personnes qu'on essaye d'aider, mais qui finalement sont hors d'atteinte, et c'est aussi une réalité qu'on voit tous les jours dans les accueils. Donc il y a... C'est peut-être je vais prendre l'initiative là, mais c'est peut-être le moment de parler un tout petit peu des bénévoles, parce qu'il y a les accueillis, mais il y a les bénévoles. Et ce que tu décris est parfaitement juste, et c'est quand même l'enjeu fondamental de tous les bénévoles qui sont là au fil de l'eau et qui vont avoir cet enjeu fondamental de trouver la bonne distance avec les accueillis. Car il y a ce lien humain qui est là, c'est ce que tu dis est absolument juste, et c'est ce qui nous accroche au pain partagé. Et en même temps, on n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les aider. Mais donc, jusqu'où va-t-on dans le lien avec les gens qui viennent au pain partagé? Et ça, c'est un enjeu pour tous les bénévoles. Il n'y a pas de réponse absolue, bien entendu, à ça. Ça dépend de la personnalité du bénévole. Ça dépend du lien que l'on va créer plus ou moins avec certaines personnalités. Il y a des gens avec lesquels on est plus à l'aise que d'autres. Mais on se rend compte très vite que cette façon d'être avec les gens leur apporte beaucoup, et c'est ce qui motive les bénévoles, fondamentalement. Ce qui est intéressant au pain partagé, c'est que il y a ces deux dimensions, on en avait parlé quand Alexis est là. Il y a une première dimension, qui est cette dimension lien social, contact, être proche, aider les gens à se reconstruire, etc. C'est tout ce travail qui se fait en salle. On essaye de faire en sorte que tous les bénévoles soient dans cette démarche. Mais il y a une autre dimension. Il faut imaginer un truc à deux axes. L'autre dimension, c'est qu'en même temps, ça marche parce qu'on est structuré, parce qu'on sert un repas, parce qu'on est à l'heure, parce qu'on donne aux accueillis le sentiment d'être dans quelque chose qui fonctionne bien. Et ça, c'est du travail, mais alors qui est de base, c'est du classique de chez classique. C'est des processus de gestion, c'est du management. Et donc, selon la personnalité des bénévoles, il y a des bénévoles qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la dimension contact, socialisation, accueil, et d'autres qui seront beaucoup plus à l'aise dans la dimension faire fonctionner. Et en fait, tout l'intérêt du pain partagé, c'est d'arriver à trouver de faire en sorte que chaque bénévole trouve sa place, se sente bien, se sente à l'aise, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et l'histoire du pain partagé que moi j'ai découvert il y a seulement 3 ans, il y a une longue histoire dans le pain partagé, ça date de plus de 15 ans. Mais ça fait à peu près 17 ans que
le système a été changé pour que les bénévoles mangent avec les accueillis, par exemple. Avant, on était dans un schéma classique où les bénévoles mangeaient après les accueillis, etc. Donc, ce simple changement de manger avec les gens qui se présentent au pain partagé est fondamental. Ça a changé complètement l'état d'esprit du pain partagé. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous parlez notamment des différents types de bénévoles qui sont au pain partagé. Et on a aussi, à l'image des accueillis qui ont des trajectoires complètement diverses, vous avez une lycéenne qui vient pour justement aider dans la distribuer des gâteaux. Vous avez une responsable de communication qui a du temps et a besoin de trouver du sens. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, l'engagement bénévole, il est aussi au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. C'est une rencontre aussi de différentes personnes. Tout à fait, tout à fait. Et il y a, alors ça varie bien sûr parce que on a sociologiquement, les bénévoles sont souvent des retraités parce qu'il faut avoir du temps pour être bénévole au Secours catholique dans la durée, etc. En fait, il y a tout un mouvement en ce moment de jeunes bénévoles, mais qui viennent ponctuellement. Et le mariage, maintenant, ça se fait sur Internet, parce qu'il y a des sites Internet qui proposent des bénévolats sans engagement dans la durée, de courte durée, et on a un partenariat avec l'une de ces organisations. Donc sur leur site, on voit apparaître le pain partagé, ce que c'est, qu'est-ce qu'on demande aux gens. Et on a invité les bénévoles de cette association à venir non pas simplement pour donner un coup de main pour le rangement à la fin, mais de venir suffisamment tôt dans la matinée pour participer à la socialisation, manger avec les accueillis et après s'assurer qu'ils restent jusqu'à ce qu'on ait complètement rangé. Ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que là, on a des jeunes. On a des jeunes qui sont soit entre 2 cycles d'études, soit entre 2 jobs, et qui sont heureux finalement de venir. Nos accueillis adorent avoir des jeunes, parce que ça les change un peu. On aime beaucoup aussi au Secours catholique. D'ailleurs, on a un réseau de jeunes qui s'appelle les Young Caritas. Je ne sais pas s'il y avait quelques personnes d'entre vous qui étaient là à la précédente conférence qu'on avait fait en mai 2017, on avait fait venir donc le responsable en fait des jeunes, Emmanuel Curis. Donc on a les Young Caritas qui sont très actifs, qui sont plusieurs milliers, et qui organisent aussi plein de choses et qui sont aussi présents auprès des délégations. Donc ils sont de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est un très bon signe. Oui, c'est un très bon signe. Alors, pour continuer ce que dit Jean-François sur sûrement les bénévoles, bon, c'est bien le pain partagé, c'est pas le pain donné, c'est pas le pain offert. Il y a quelque chose qui est de prendre, enfin, justement de manger ensemble, et aussi cette idée que les bénévoles, alors ça c'est Jean-François qui me l'avait exprimé très très clairement, de ne pas vouloir, dans une sorte de grand élan caritatif, répondre à toutes les demandes. Il faut savoir arrêter à un moment donné, parce que la demande, elle est sans fond. Ce sont des gens qui ont des vies, qui a bossé avec des tas de problèmes économiques, etc., toutes sortes. Et ils ont des demandes très concrètes. Manger, s'habiller, lame de rasoir pour aller se raser, etc. Et je me souviens d'un qui est arrivé, qui faisait un peu le ménage à la fin, et puis qui commence à causer avec moi. On discute, patati patata, dire c'est très bien le pain partagé, il me dit, etc. C'est vraiment un super endroit. Puis au bout d'un moment, il dit voilà, alors moi je suis vraiment dans la galère, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un appart ? Et là, je sens en moi l'élan caritatif donc franchement, j'ai aucune compétence pour trouver un appart, mais je suis très gêné de lui dire non, et je ne sais pas comment lui dire non. Et là, donc finalement, je le renvoie habilement à un bénévole, non mais en sachant que je l'ai renvoyé vers Jean-François, en sachant que Jean-François gérerait très très bien la chose. C'est-à-dire que le pain partagé n'est pas un lieu où on peut percevoir de l'aide, c'est un lieu où on peut être aiguillé sur d'autres endroits, mais il n'y aura pas d'aide. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, parce que souvent, on se dit on va faire du caritatif ou faire du bien aux gens pour soulager le malheur. Et on aurait envie, finalement, de répondre à la demande. Mais c'est un piège, parce qu'il faut, comme disait Jean-François, ce côté professionnel, un peu technique, un peu froid, pour que ça fonctionne et que la structure ne soit pas absorbé, englouti, noyé sous la demande infinie.
Mais pour juste rajouter, vous donner une illustration de ça. Quelqu'un qui demande un logement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va l'écouter. On va l'écouter parce que l'écoute fait partie du premier contact, du fait que les gens se sentent valorisés parce que quelqu'un écoute leur détresse. Deuxièmement, comme on n'est pas rue Hermel au pain partagé dans l'accompagnement individuel, on leur dit, écoutez, au sein du Secours catholique, par exemple, il y a la maison Caritas La Chapelle, boulevard de Lervilliers, voilà où c'est. On prend rendez-vous et là, vous aurez une équipe spécialisée dans l'aide au logement, par exemple. Des gens qui sont plus connectés vers la façon dont on peut aider les gens à trouver un logement. Ce qu'il faut, c'est pas simplement de leur dire, il y a la maison Caritas. Toutes les fois qu'on peut prendre sur soi de les accompagner à la maison Caritas, on va plus loin. On va plus loin dans l'accueil. Donc il y a cette distance, c'est ça, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre pas se faire complètement absorber, parce que c'est sans fin, comme le dit Alexis, on peut passer 24 heures sur 24 à répondre à toutes ces attentes, mais ne pas être bureaucratique, parce que au fond, c'est une population absolument fascinante. C'est comme toute la société en général, ce sont des gens aussi qui sont très loin d'être bêtes, qui regardent comment on fonctionne, qui regardent comment d'autres organisations fonctionnent, et ils vont aussi faire leur choix sur qui va pouvoir les aider le mieux. Le fait qu'ils reviennent vers nous, c'est quand même sympathique. Ça veut dire qu'ils pensent que quelque part, on les écoute, on est là pour les aider, et on va les accompagner comme il faut. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, il y a un peu un désespoir dans ces populations qui disent les associations ne nous apportent rien. Et ça, il faut être très vigilant là-dessus pour que ce lien soit pas un lien bureaucratique, mais soit vraiment un lien où on sent la relation personnelle sous-jacente à toutes ces choses qui après sont compliquées, parce que quand il faut aller vers les migrants, quand il faut aller vers les aides au logement, notre bureaucratie française n'est pas simple à naviguer. Donc c'est lourd et compliqué, et il faut du temps, mais heureusement, il y a beaucoup de bénévoles au Secours catholique, donc il y a quand même beaucoup de ressources aussi pour faire ces accompagnements très spécialisés en tant que de besoin. Oui, donc il y a une vraie redirection et vraiment une prise en compte de la personne. Et c'est vrai que quand on lit dans le pain partagé, dans votre récit, on a une multitude de personnages, dont Véronique parlait d'Andrea, qui est une figure assez truculente, si je puis dire, qui serait à la fois... qui aurait posé pour des peintres, qui aurait été poétesse. Donc il y a aussi une part presque d'imaginer, presque, on ne sait pas en fait pour ces personnes ce qu'il en est, mais qui côtoient aussi des portraits très fins. Vous avez fait un portrait très fin de Christophe, qui est une personne qui a voyagé, qui était à Rome pendant plusieurs années, qui dit qu'il trouvait ça absolument magnifique, et en réalité parlait de la prison. Donc il y a beaucoup de... Voilà, il y a une découverte aussi. Il disait que la prison à Rome, ça a été les meilleurs moments de sa vie. Et il dit ça avec comme ça une grande tranquillité, quoi. Et c'est voilà, et puis, alors après voilà, on a aussi appris des petits détails, le pourquoi il était en prison aussi, que j'ai pas mis dans le bouquin. Non, il y a aussi, c'est pas facile d'écrire quelque chose comme ça, parce que on se retrouve avec des détails qui sont parfois violents, et je dis voilà, est-ce que je raconte ça ou pas, parce que après ça va être public, et en plus c'est sur internet, donc c'est très public. Et également des fois il y avait des interactions totalement loufoques, que j'ai pas mis parce que ça aurait été un peu se moquer quand même. Parce que, et donc là aussi il faut faire attention à moi ce que je prends pour de l'humour, mais que d'autres peuvent prendre pour de l'ironie. Là. Donc il y a des choses où je me suis interdit de regarder les personnages de haut, en fait, et de dire oh là là, regardez comment ça cause. Donc voilà, il a fallu un peu faire le tri, ce que je pouvais rendre public, parce que c'est des vrais gens qui existent. Et en plus, comme je dis, c'est diffusé largement. Donc justement, par rapport à cette immersion
où vous ne connaissiez absolument rien, vous avez vous avez tout découvert par les différentes visites, c'est ça, une dizaine, ce que vous me disiez, voilà, une dizaine de visites. Quel est l'après, en fait, l'après Pain Partagé, l'après cette rencontre, quel regard vous pouvez aujourd'hui porter justement sur la pauvreté ou les pauvretés? Alors la dizaine de visites, c'est parce qu'on avait un planning assez serré. Il fallait que ceci soit sorti à peu près première semaine de décembre. Donc on avait tout un rétro-planning assez compliqué. Et c'est je crois début novembre, avec Emmanuel, on commençait à se dire mais faut qu'on arrête quoi. Faut qu'on arrête de venir. Mais c'est vraiment une sorte de décision rationnelle, parce qu'il faut qu'on bosse pour de vrai. C'est-à-dire que moi je m'assoie pour écrire tout ça et que j'arrête de prendre des notes et de remplir des cahiers, parce que j'avais un truc à rendre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné ça s'est arrêté. On aurait pu venir 20 fois. C'était on était pris un petit peu dans cet attachement qui nous venait vis-à-vis du lieu, puis vis-à-vis des gens. Et l'après, c'est ce que j'ai découvert. J'ai déjà un petit peu dit, c'est cette catégorie de pauvres ou d'ultra pauvres qui vole en éclats. Il y a des tas de gens différents qui ont des histoires très différentes. Et du coup, ce n'est plus une sorte de grand monstre unique et terrifiant, c'est une série de gens. Et c'est très très différent. Du coup, ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire que mon espèce de réticence spontanée face à l'ultra-pauvreté, qui était pas réfléchie, hein, je pense que beaucoup de gens partagent ça, ça s'est dissous. Ça a disparu. C'est-à-dire que maintenant, je sais que il y a des gens très très différents et qui sont dans des histoires très différentes. Et il y a un lien possible. Et puis on peut vraiment pas généraliser. Et ça, c'est quelque chose qui est c'est tout bête hein, comme idée, mais ça a été vécu. Et donc, maintenant, j'ai un regard qui est beaucoup plus finalement unitaire, dans le sens où je n'imagine pas une partie de la population qui est en périphérie. Et je dis finalement, notre société contient également ces gens-là. Et on peut peut-être dire que parce qu'il y a pas mal de ces gens qui sont là, qui ne s'en sortiront jamais, qui trouveront jamais de boulot, qui s'intégreront jamais, parce que il y en a qui plongent dans la précarité et puis qui en ressortent. Il y en a. Et bien, il y en a pas mal qui sont d'abord, il y en a qui sont très âgés, et puis il y en a qui vont pas bien. Donc, mais d'un autre côté, une société produit de toute façon des exclus, des gens qui ont bossé, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et il est important que des lieux comme celui-là existent pour finalement être une possibilité d'accueil digne de ces gens-là, qui sont en effet des exclus de notre société. Et c'est pas... Ils vont pas créer des entreprises et faire des start-up pour s'en sortir. Ça, c'est jamais de la vie. Donc, il faut qu'il y ait des lieux qui sont des lieux d'accueil et d'humanisation. C'est presque une sorte de choix de société, et c'est important. Oui, effectivement, d'accorder une place aux plus faibles dans une société, c'est aussi un degré de civilisation, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au Secours catholique à travers toutes nos actions. Et notamment, on travaille aussi beaucoup sur les préjugés sur la pauvreté, c'est de changer en fait l'image que peut avoir le grand public par rapport à ça. Vous, Jean-François, après plusieurs années en tant que bénévole, je pense que vous avez vu les préjugés aussi un peu désagrégés, et puis malgré tout les voir ressortir dans la société aujourd'hui de plus en plus fort. Enfin, le Secours catholique a lancé une campagne justement contre les préjugés cette année pour justement lutter et redonner un vrai visage à cette pauvreté qu'on ne veut plus voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à justement votre action, à ce que vous faites au Pain Partagé ?
Votre question m'inspire une remarque qui est probablement pertinente dans ce dialogue. Le Secours catholique a un projet national, a un projet construire ensemble un monde meilleur. Donc il y a toute une déclinaison de ce projet. Et on vient de faire un exercice intéressant au pain partagé qui était de dire finalement qu'est-ce que ça veut dire au niveau du pain partagé. Alors, ce qui est intéressant, il y a des éléments, simplement des éléments de langage qui naissent un petit peu de ça. C'est qu'on essaye de parler plus des acteurs du pain partagé plutôt que de parler des accueillis et des bénévoles. Nous sommes tous acteurs du pain partagé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette population, aussi fragile soit-elle, aussi cabossée soit-elle, on a un mot qui revient très souvent au pain partagé, c'est le mot respect. On parle beaucoup, il faut le respect mutuel, c'est-à-dire le respect vis-à-vis des accueillis, mais respect des accueillis vis-à-vis des bénévoles et du principe même du pain partagé. Ce respect, il fonctionne, c'est-à-dire que la grande majorité des accueillis comprend très bien qu'on n'est pas dans leur monde. Une fois qu'on est ressorti de la rue Hermel, oui, on a nos vies de gens qui ont, entre guillemets, réussi, qui ont des moyens financiers nettement supérieurs à eux, etc. Mais ce n'est pas dérangeant pour la plupart des accueillis qui respectent parfaitement qu'il y ait cette différence. Donc tout repose sur cette capacité que l'on peut avoir, pas dans tous les cas, malheureusement, mais dans beaucoup de cas, de trouver cet espace de respect. Et je crois que c'est très important parce qu'on est confrontés tous dans les nouvelles tous les jours, dans notre environnement urbain, etc. On voit de plus en plus de cette difficulté que l'on voit partout. Et je crois qu'une des clés, c'est ça. Et je pense que le Secours catholique est sur la bonne voie avec ce projet de construire ensemble un monde meilleur. Ce qui ne veut pas dire que, oui, les gens ne vont pas nécessairement s'en sortir, on le sait. Ils le savent aussi. Et cette capacité que l'on a à pouvoir fonctionner ensemble, à pouvoir être dans une salle ensemble pendant plusieurs heures, et à ce qu'ils se sentent en confiance, parce qu'on est à l'écoute, etc., je crois que ça, c'est fondamental. On a des cas, on a dans l'histoire du pain partagé des succès qui sont indéniables. Vous avez des exemples un peu en tête, des exemples de personnes. On a une superbe cuisinière aujourd'hui qui est une bénévole qui est chef de cuisine, mais avant elle, nous avions un accueilli. C'était un Camerounais qui savait faire la cuisine, qui avait 100 papiers et qui s'était investi longtemps pour aider à gérer la cuisine au pain partagé. Avec l'appui du Secours catholique, après les 4 ou 5 ans qu'il faut pour arriver à ce que ces papiers arrivent, etc., là, il est sorti, entre guillemets, par le haut. C'est-à-dire qu'il a eu ses papiers, il est résident en France, et tout de suite, il a pu travailler dans une restauration collective, etc. On a, ça c'est un cas bien... On a un autre exemple que je voudrais citer qui est intéressant. C'est une jeune femme qui était très abîmée par sa vie personnelle. Elle avait souffert de violences, d'inceste, etc. Donc elle était extrêmement fragile. Et elle trouvait au pain partagé un groupe de gens avec lesquels progressivement elle se sentait en confiance. Bon, elle a trouvé un lieu d'accueil hors de Paris, une famille d'accueil, etc. Et elle s'est en grande partie reconstruite. Donc ces exemples-là, c'est ce qui motive beaucoup les bénévoles du pain partagé, c'est qu'on se dit, on peut réussir dans certains cas. C'est pas le désespoir complet. Alors oui, il y en a qui seront... cette malheureuse Anna qui est dans ton livre, et qui fait des gribouillages. On ne sait pas comment elle s'en sortira, mais c'est pas grave. On est là pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis il y a le Dédé dont je parle, oui. qui est un ancien accueilli, qui a été à la rue, qui avait des problèmes d'alcool. Il disait en rigolant, moi je suis Depardieu et Renaud en même temps, et avec une sorte de gouaille parisienne, et qui maintenant est devenu un bénévole, et puis en plus ultra actif, qui met du cadre, qui s'occupe de tout, super motivé. Voilà, ça c'est beau aussi. Bon, il a une sorte d'attachement et de reconnaissance pour le pain partagé. Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle, mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir participé à cette aventure, en fait, par hasard, de cette expérience un peu
d'immersion, pour reprendre le mot du Secours catholique. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, dans votre façon peut-être de voir la littérature, qu'a changé cette expérience pour vous? Déjà, ça m'a permis d'élargir un petit peu mon regard, c'est-à-dire que cette part de la société que je ne regardais pas, je peux la voir maintenant sans crainte. Donc ça, c'est pas mal. De voir aussi, comment dire, là aussi j'en étais persuadé de façon un peu intellectuelle, mais un lieu où finalement on n'est pas que justement dans le distributif, mais également dans une sorte de lieux d'accueil très humains et dont, avec un accueil finalement d'une certaine façon banale, puisque voilà, manger à table avec entrée plat dessert, c'est la banalité la plus grande, mais cette banalité finalement elle soigne et elle est super importante, même si c'est impalpable, hein. Et puis en termes de littérature, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'avais commencé là, mais que j'ai un peu abouti ici, qui était de penser que je pouvais avoir un mode d'écriture qui était un peu qui essaie d'avoir une prise sur le réel. Alors, ce n'est pas exclusif avec quelque chose qui est du romanesque ou du poétique, où là je construis un objet littéraire. Ça c'est quelque chose, c'est une activité, mais il peut y avoir aussi une autre activité qui est une façon d'utiliser l'écriture pour comprendre le réel. Et comme finalement Emmanuel, il utilise le dessin pour comprendre le réel, moi je suis à côté de lui, puis j'utilise l'écriture pour comprendre le réel. Et donc ça c'est quelque chose qui... Enfin, l'écriture comme outil un petit peu d'élucidation et de compréhension. Et ça c'est quelque chose auquel je tiens. De rendre visible l'invisible à travers les mots. Tout à fait. Et Jean-François, par rapport à vous... ces années de bénévolat, de juste ces 3 années au pain partagé, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement par rapport à votre vision, bien sûr, de la pauvreté, mais voilà, en tant qu'expérience aussi, qu'est-ce qui vous a changé, en fait, dans cette expérience ? C'est une expérience qui changeait profondément. Donc, quelque part, c'est le même parcours qu'Alexis. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un monde que l'on côtoie parce qu'on est dans la rue, dans le métro, on voit les gens qui font la manche. C'est pas un monde inconnu. On est tout le temps dedans. J'ai trouvé ce qu'au fond, instinctivement, j'ai cherché un moment. J'ai fait une carrière cadre supérieur, gna. J'étais donateur. En fait, ma première invitation, c'était comme donateur ce soir, pas comme membre du... Ça fait sûrement aussi des bénévoles donateurs dans cette assemblée. Mais j'ai eu ce sentiment que finalement, j'étais plus en activité. Alors, quand on est en activité professionnelle, on est focalisé sur plein de trucs. Et quand on est à la retraite, on intellectualise beaucoup sa vie, en fait. Et je me suis dit, j'intellectualise trop, donc il est temps d'aller retrouver des choses concrètes. Alors, pour trouver du concret, j'ai trouvé du concret. J'ai aucun regret de ce point de vue-là, mais tous ces enjeux que tu as décrits, dont on a parlé ce soir, sont là. Et c'est vrai que c'est une évolution. Ma première année au pain partagé, elle était différente de ma deuxième année, elle est différente de cette troisième année. Il y a une forme d'apprentissage pour trouver cette zone où on peut être au contact sans avoir la peur au ventre, sans avoir une distance un peu supérieure. Et ça, c'est parce que effectivement, on est au contact de la vraie société, sans phare, sans truc, et simplement, on est beaucoup plus challengé parce que on sent très bien que ce sont des contacts engageants. On peut pas, tu le décris très bien dans tes dernières pages. Le problème, c'est après, c'est vrai, on les voit 4 heures. Toi, tu disais, je les voyais, puis je repars. Nous, on repart aussi. On n'est pas tout le temps là avec eux. Donc, chaque fois, c'est un challenge de trouver que ce lien, il est important pour eux, mais il est important pour nous aussi. Et c'est vraiment du donnant-donnant, finalement. Oui, il n'y a pas on n'est pas là juste pour aider, mais on apprend aussi de l'autre. Oui, on trouve des réponses à plein de questions qu'on peut se poser, qui sont des questions intellectuelles, mais qui sont des questions
sur le sens de la vie, sur la façon dont on peut, sur la façon dont effectivement on retrouve des êtres humains complets et qui sont absolument comme nous, comme vous, et ça c'est une expérience fondamentale. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose à nous raconter par rapport à ce lieu, puisque vous avez dû avoir votre sourire, je pense que vous avez eu des rencontres. Tu commences. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le jour où il y a un accueilli qui s'est plaint. C'est-à-dire, alors, je fais une petite digression donc, il y a une cuisinière, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même exceptionnelle, qui fait des miracles avec 3 fois rien. Elle est cuisinière indépendante, elle fait de l'événementiel ou traiteur, etc. Et puis 2 jours par semaine, elle vient faire la cuisine, voilà, bénévolement, et aidée par un Mauricien et un Ivoirien qui assurent à fond. Et donc, ils font des miracles avec des boîtes de conserve. Et c'est bon. C'est très bon. Et parce que tout est bien et assaisonné parfaitement, cuit parfaitement. Voilà, c'est très bien. Et puis un jour, à une table comme ça, il y en a qui aujourd'hui, c'est pas si bon. Hein, aujourd'hui, c'est même non, c'est moins bien qu'hier, hein, quand même. Faut pas. Alors Véronique, la cuisinière, ça la fait rigoler. Elle dit, faut quand même, ils exagèrent. Ça. Puis en fait, on a fini par se dire, ouais, mais c'est quand même très sain. C'est très sain que les accueillis ne soient pas dans une position du pauvre qui vient quémander, qui vient mendier, et quoi qu'on lui donne, il remercie. Non, il sait apprécier. Et il sait dire, comme tout le monde, ce coup-ci, c'est un peu moins bien. Et du coup, il y a une normalité, finalement, de cette réflexion. Tout le monde fait ça. Eh bien, eux aussi. Eh ben, c'est très digne comme situation. Tout à fait. Moi, il y a plein d'anecdotes, mais il y en a une que je m'étais dit que je partagerais avec vous. C'est une de nos accueillies, qui est une femme d'origine polonaise, donc elle parle français. C'est pas toujours très compréhensible, et c'est surtout, en plus, elle est extrêmement volubile. Donc, quand elle elle vient toujours vous voir avec des problèmes d'une complexité impossible. Alors, l'âme slave. Donc, il faut écouter, c'est déjà déchiffrer le truc, etc. Alors, un jour, j'étais là, elle me dit, Jean-François, il faut que tu m'aides, tu comprends, voilà. Elle me fait tout un charabia sur le fait que c'était une histoire de carte d'AME ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un problème administratif. Et bon, je lui dis, ok, je vais aller passer le coup de fil que tu me demandes. Donc, comme j'étais chez un opérateur téléphonique qui avait une mauvaise connexion, j'ai été obligé de sortir dans la cour qui est à côté de la salle paroissiale. Or, ce jour-là, il pleuvait, la cour était mouillée, je glisse, je tombe sur les fesses. J'avais donc l'arrière-train un peu humide. Je n'avais pas moyen de me changer, de rentrer dans la pièce. Et alors, tout le monde commençait à dire, mais monsieur Jean-François, tu sais que tu... Bon. Oui, je suis tombé, c'est pas grave, etc. Et cette brave femme polonaise, depuis, m'a dit, pantalon mouillé. Donc elle m'appelle pantalon mouillé maintenant, ce qui est un terme très affectif. Mais surtout, on est devenus copains parce que, en fait, la semaine suivante, elle m'a dit, ça a marché, le coup de fil a marché, j'ai ma carte de truc. Moi, j'étais très content, elle était très contente. Mais on a créé un lien. Donc cette création de lien, c'est toujours des trucs comme ça. On ne sait jamais trop comment c'est, mais c'est très important. Et c'est ce qui donne toute sa saveur au pain partagé, si je puis dire. Un peu mouillé, mais effectivement, mouillé, voilà. on arrive quand même. Les anecdotes, au fil du temps, il y en a beaucoup comme ça. Écoutez, en tout cas, je vous invite vraiment à lire ce récit, une belle rencontre entre un écrivain et notre action aussi du Secours catholique. C'est important, je le redis, de rendre visible l'invisible, que ce soit à travers les mots ou à travers les dessins d'Emmanuel Prost, mais également à travers la parole de Jean-François. C'était important qu'on ait tous les acteurs, en fait, justement, qui ont fait ce récit et qui font l'action du Secours catholique. Parce que c'est important, justement, que vous puissiez voir aussi ces ultra-pauvres, voir cette pauvreté, en fait, voilà, tout ce dont elle est composée, et de lutter aussi contre les préjugés qu'on peut avoir contre elle.
Et vraiment, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans votre récit et j'aimerais vraiment conclure dessus par rapport justement à la fin, donc quand vous êtes parti et toute la réflexion que vous avez eue avec, voilà, j'ai eu une révélation, je vois quelque chose que je ne vois plus. Vous dites que les infortunés nous ressemblent trop pour que l'on croie être à l'abri de l'infortune. Et en venant ici, j'ai découvert une étrangeté, mais aussi une grande familiarité et une grande diversité qui me montrent les 1000 visages de cette humanité à laquelle j'appartiens. Et je pense que c'est vraiment une très belle phrase et aussi une très belle réflexion sur ce que nous essayons de faire dans notre association. C'est de ramener en fait cette humanité grâce à notre action dans notre société. Et je tiens à dire que c'est aussi grâce à vous, donateurs et bénévoles qui êtes présents dans cette assemblée ce soir, que nous pouvons réaliser cette action, que nous pouvons continuer à être au présent des plus pauvres. Et je tiens vraiment à vous remercier. Je remercie Alexis et Jean-François d'être venus. On va terminer par une petite session de questions-réponses. Si vous voulez, voilà, Jean-François et Alexis sont à votre merci. Je peux peut-être rajouter que si l'une ou l'un d'entre vous souhaite passer au pain partagé, vous êtes toujours bienvenus. Il suffit de prévenir un tout petit peu à l'avance, on ne peut pas arriver en masse, mais si vous avez envie de passer une matinée ou 2 ou 3 et venir voir et partager le fonctionnement du pain partagé, tout le monde est bienvenu. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François ou pour Alexis ? Éventuellement une petite question. Je vous donne le micro. Juste une petite question. Vous parliez tout à l'heure du peu d'évocation de la pauvreté et de la misère dans la littérature, en tout cas actuellement, contemporaine, si on peut dire. Et finalement, comment on peut expliquer qu'à la différence du 19e siècle, où il y avait Dickens, Zola, Balzac, enfin bon, il y en a plein, Victor Hugo et tant d'autres, ça fait plus partie du paysage littéraire en général aujourd'hui? Bon, c'est une question non, mais c'est, alors, un peu abrupte. Oui, non, mais c'est une question, je pense, je ne vais pas pouvoir y répondre comme ça là ce soir, parce que d'abord, moi, je ne connais pas la réponse. Après, j'ai l'impression de dire que quand je vais dans des salons littéraires ici ou là, dont je rencontre mes camarades écrivains, on est tous issus du même milieu, on est tous des classes moyennes diplômées et habitant globalement dans des centres de grandes villes. C'est-à-dire que notre société française, qui se pense égalitaire par principe, en fait, elle est très inégalitaire et ségrégative. C'est-à-dire que les pauvres, on ne les croise pas, on ne les voit pas, ils sont ailleurs et l'écriture, c'est quelque chose qui correspond à une classe sociale qui n'est pas... Enfin, globalement, statistiquement, voilà. Donc, en fait, on se raconte des choses avec des personnages qui sont, je ne sais pas moi, des enseignants, des médecins, des petits entrepreneurs, voilà. Les personnages de fiction, c'est ça. C'est pas les très pauvres. Alors, et puis... je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi quelque chose dans le... Je pense qu'au 19e, il y avait cette idée d'un prolétariat, d'une classe ouvrière, qui avait une existence au moins dans l'imaginaire. Maintenant, ça s'est un petit peu défait. On prétend que la classe ouvrière n'existe plus. Voire même, par exemple, quelqu'un comme Ken Loach, ce cinéaste anglais qui parle souvent des pauvres. J'entends plein de gens, mais qui disent non, moi, il y en a marre de penser que les pauvres c'est des gentils, puis que les riches c'est des méchants. C'est vraiment pauvre d'un point de vue cinématographique. Non, mais sur la même chose. Enfin, il y a une sorte de rejet de toute vision pour des raisons qui peuvent être des raisons d'anti-marxisme primaire, c'est-à-dire tout ça c'est fini, il n'y a plus de droite et de gauche, il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de classe sociale, et du coup, pouf, il y a toute une partie du monde qui tombe dans l'oubli. Voilà, alors ça, c'est des morceaux de réponse, parce que je sais pas vraiment. En fait, je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai dit, dans cette soirée. Je me suis dit, tiens, oui, c'est étonnant. Alors, je feuilletais à toute vitesse ma bibliothèque mentale, j'essaie de trouver quelque chose, et voilà.
il y a quasiment rien. Mais puis je crois que ça intéresse plus bien ni les éditeurs, ni les auteurs, ni les lecteurs. Ça fait peur à tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je pense à un livre qui relate une expérience de très grande pauvreté, c'est En finir avec Eddie Bellegueule, Oui. qui vient de donner un film dont j'ai oublié le nom. Et effectivement, moi, il m'a bouleversé ce livre parce qu'on sent bien que c'est un jeune donc, qui est diplômé maintenant, hyper diplômé, etc., mais qui raconte la misère de son enfance, comme dans le film, la misère de sa famille, la misère matérielle, morale, culturelle, etc., avec des mots qui peuvent pas trahir, quoi. Il l'a vraiment vécu, et voilà, c'est vrai que c'est un des livres assez bouleversants que j'ai lu il y a pas très longtemps, où il raconte sa vie, une histoire personnelle, et on sent que c'est vraiment quelque chose de très violent qu'il a vécu. Mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est rare. En finir avec Eddie Bellegueule. Voilà. Et donc le film s'appelle l'auteur, c'est Édouard Louis. Édouard Louis, voilà. Et le film, je sais plus. Le film a un nom tout à fait différent. Donc un jeune qui vit dans une famille extrêmement pauvre et puis qui découvre son homosexualité. Alors dans une famille populaire. Ça pauvre, ne se fait pas. C'est l'horreur absolue, quoi. Donc il vit l'enfer. Et comme un personnage qu'on connaît bien, il est sorti de l'enfer par une prof de théâtre à Amiens. Les profs de théâtre d'Amiens. Il faut se méfier-nous des profs de théâtre d'Amiens. Non, au contraire, ils font de belles choses. Et donc ce gosse, voilà, il est sorti de son enfer par les profs. Et comme quoi, l'école fait encore des belles choses aussi. Est-ce qu'il y aurait des questions supplémentaires ? Une question à Alexis Génie. Est-ce que maintenant que vous avez fini cette expérience, on peut parler d'expérience, est-ce qu'un atelier d'écriture avec les gens de la rue vous tenterait ? Vous avez même le droit à une proposition, Alexis. Alors, comment dire, là pour l'instant, tout de suite, là maintenant, non. Alors, pour une raison en fait toute bête, c'est que je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture, je sais pas faire. Par contre, comme je sais pas faire, j'ai accepté d'en faire un en septembre, entre septembre, voilà, mais c'est pas avec des gens de la rue, mais avec dans un circuit rassurant, on va dire, en me disant que faut peut-être bien que j'apprenne un jour. Donc peut-être que l'année prochaine, je saurai faire. Voilà. Bon, on vous prend au mot, Alexis. Hein. Ça ne s'oublie pas. Votre ouvrage, là, au pain partagé, j'imagine qu'il a été distribué auprès de tous les acteurs du pain partagé. Et quelle a été la réaction ? Est-ce qu'entre autres, les personnes accueillies ont été contentes de le feuilleter ? On a peut-être demandé d'autres exemplaires, même s'ils sont, comme vous l'évoquez, un peu moins socialisés, mais ils ont peut-être quand même quelques amis, quelques connaissances à qui ils ont voulu l'offrir. Un petit peu comme quand on passe à la télé, on aime bien voir le DVD de notre passage à la télé. Ouais, vous avez tout compris. Non, le livre a eu beaucoup de succès. Donc il a été distribué en priorité aux acteurs du pain partagé en décembre ou début janvier. Je sais plus. Non, début décembre. Début décembre. On avait amené. Alors, on avait fait une expo, c'est-à-dire que Emmanuel avait imprimé tous ses dessins et on avait affiché tout autour de la salle tous les dessins et tous les textes que tout le monde puisse voir. Et après, on avait amené des cartons de. Ouais. Donc, rue Hermel, on a reçu 200 exemplaires, 200 ou 250 exemplaires. Il nous en reste très peu. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement les accueillis qui voulaient absolument, les acteurs du pain partagé qui voulaient chacun avoir leur exemplaire. C'est vrai que dans un premier temps, je ne suis pas sûr qu'ils aient lu le texte. Dans un premier temps, mais par contre, c'est très accrocheur au niveau des dessins. Ils étaient ravis, soit de se voir, soit de voir des gens qu'ils connaissent au pain partagé. Je pense que beaucoup ont lu parce que on a des gens qui sont bien éduqués. On a un professeur des écoles, un maghrébin qui est là,
qui est content de venir au pain partagé parce qu'il retrouve d'autres personnes de sa génération d'origine maghrébine et ils se mettent toujours un peu à la même table et ils discutent entre eux. Et cette personne, c'est un professeur des écoles. Il a un niveau intellectuel qui est très très élevé. Et je suis sûr que lui a lu le texte. Et donc, il y a tous les cas de figure, bien sûr. Mais il y a eu des redemandes. Beaucoup ont demandé à avoir pour leurs proches un deuxième ou un troisième exemplaire. Je crois, Alexis, que tu en as un qui a pris le livre vraiment comme une relique et qui le garde précieusement. Oui, parce que alors, on était venu avec, comment dire, le jour où ça a été livré au pain partagé, on est venu avec Emmanuel pour un peu le donner, le présenter, en parler, etc. Et donc il y avait un des accueillis, un Africain d'un certain âge, qui l'a pris comme ça, qui l'a serré contre lui, il m'a dit oh, et ce livre-là, je vais le garder jusqu'à ma mort. On était un petit peu dépassé par ça, mais bon, on l'a accueilli avec plaisir. Voilà. C'est quand même mieux que la Pléiade. Personne ne nous dit ça avec un roman dans un salon littéraire. Est-ce qu'il y aurait encore une question ? Oui. Alors, on va juste... Je vais vous prendre on va vous donner un micro. Voilà, le micro arrive. Voilà. Oui, vous avez peut-être trouvé ça réducteur de ma part, mais il m'a semblé que dans vos romans, que ce soit les narrateurs ou les héros dont ils racontaient l'histoire, étaient assez solitaires. Et donc, je me demandais si cette expérience du partage n'allait pas changer finalement votre façon d'écrire. Pas sur les sujets, mais votre façon d'écrire. Alors oui, il y a une possibilité. Enfin, oui, alors après c'est des choses là que je voilà, c'est peut-être que je m'en rendrai compte au bout de quelques années que ça a changé quelque chose, mais ça je sais pas trop. Alors c'est vrai que même le personnage de mon premier roman, La Française de la guerre, il y avait un narrateur qui était justement qui était au bord de ça, mais qui avait une sorte de jouissance de la dégringolade sociale. J'ai écrit ça, pourtant c'était pas, j'avais beau dire c'était pas moi, voilà, j'ai mené une vie tout à fait classique, d'intégration sociale totale. Pourquoi j'ai écrit ça ? On ne sait jamais pourquoi on écrit les choses. Peut-être que s'exprimait là une sorte de fascination, répulsion pour justement la dégradation sociale, ce qui fait que la dégradation sociale réelle, je ne voulais pas la voir. C'est quelque chose qui finalement qui fait partie de moi, comme elle doit faire partie de chacun. C'est-à-dire que on a tous c'est une sorte de forme de vertige social. C'est-à-dire que tous à la fois l'angoisse et la fascination pour cette chute. Et donc je crois que en effet j'ai écrit ça, et en allant voir pour de vrai, je me rends compte qu'en effet c'est tout à fait différent de ce qu'on peut fantasmer comme ça littérairement. Donc peut-être qu'en effet ça peut changer des choses, mais ça voilà, dans 2-3 ans je me retournerai, je regarderai. À vous de prendre un pseudonyme et peut-être de gagner un deuxième concours. Mais cette fois, citer le Secours catholique, voilà, vous pourrez revenir en deuxième Émile Ajar. On va terminer sur une dernière question, s'il en reste une. Non. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres lieux du Secours catholique, un peu du style pain partagé ? Je sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres lieux organisés par le Secours catholique à l'image du pain partagé ailleurs ? Non, il y a des accueils de jour, il y a quelques autres lieux où les repas sont servis. Aucun n'a la dimension du pain partagé. Par ailleurs, il y a des cafés de rue qui, quelque part, sont un peu dans la même veine, c'est-à-dire... mais c'est un peu différent parce qu'on est à l'extérieur. C'est un café de rue avec des brioches. Et puis, il y a les maraudes qui sont là pour aussi créer du lien avec des gens. Tous ces ensembles procèdent un peu du même esprit. Être au contact, créer du lien social et éviter que les gens se retrouvent tout seuls face à eux-mêmes. Vous avez effectivement les accueils de jour, les accueils en fait, du Secours catholique. On a à peu près 70 lieux qui sont vraiment rattachés aux délégations, qui sont des lieux de rencontre et d'échange.
mais qui sont à échelle très diverses, puisque cela dépend du type aussi de région où ces lieux sont implantés. Donc c'est très particulier. Le pain partagé est vraiment un lieu assez unique parce qu'il est dans le centre de Paris. Il est vraiment lié aussi à un type de personnes. Mais voilà, c'est vraiment... Ensuite, vous avez des lieux à image de tout ce que vous avez. Et on va aussi à la rencontre des personnes. Voilà, Jean-François parlait des tournées de rue, des maraudes. On en fait, voilà, on va à la rencontre des personnes aussi, que ce soit en ville, mais également on a beaucoup d'actions en région rurale également pour aller à la rencontre des personnes. Et puis il y a d'autres activités. Le samedi après-midi, il y a des activités, par exemple, pour les familles, des animations sportives, il y a des accueils de familles. Il y a beaucoup de mères isolées avec plusieurs enfants qui se retrouvent. Et notre cuisinière s'est portée volontaire aussi pour aider à faire des ateliers cuisine, par exemple, dans certains cas. Donc il y a beaucoup d'initiatives pour aller vers de l'accompagnement dans des environnements un peu collectifs. Alors après, il y a d'autres choses qui sont l'accueil des migrants, l'aide au logement, l'alpha FLE, c'est-à-dire les cours de français, langue étrangère, et puis l'aide scolaire. Mais ça, c'est beaucoup plus individualisé, c'est des contacts plus individuels. Eh bien, je vous remercie, messieurs, dames, d'avoir assisté à cette conférence. Vous avez un petit verre qui vous attend donc, juste à la sortie, comme ça vous pourrez échanger donc, avec Alexis et Jean-François, que je remercie encore d'être venus. Un grand merci d'avoir partagé avec nous.